Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour Kira, écoute, ça va très bien. Donc normalement vous aurez cet épisode le 1er janvier 2025, enfin 2025 peut-être pas, 2024 plutôt. Donc on peut se souhaiter bonne année peut-être Kira pour commencer, non ? Bonne année à nos auditeurs, bonne année Kira, bonne année à tout le monde. Tout à fait, une très belle année 2024, meilleure que 2023 on va dire en termes de gaming, ce qui serait cool. Ça c'est déjà un grand cru, mais une très bonne année quoi. Ouais, ce serait incroyable, meilleur que 2023 quand même, mais il y a des bonnes choses qui s'annoncent, mais oui, bonne année en tout cas à nos auditeurs. Merci encore une fois de votre fidélité cette année. Merci d'être avec nous pour ce 1er janvier 2024. Et si vous êtes seul pendant toute cette période de fête, vous avez nos podcasts, donc on est avec vous. On vous accompagne. Du coup, épisode un peu spécial, on va faire la Taverne du Gamer Awards, on va faire un petit bilan sur l'année 2023. On va commencer par ton ressenti sur l'année. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé de cette année fantastique 2023 ? Alors ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Déjà, on vole la vedette à Jeff Kelly et ses Game Awards. On fait la Taverne du Gamer Awards, c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est pas du tout pompé. Non, c'est pas du tout volé. Même les vignettes, vous verrez, on n'a rien volé à Jeff Kelly. C'est lui qui a copié sur nous, il s'est approprié notre travail. Non, mais cette année, franchement, moi j'ai trouvé que c'était une année assez incroyable quand même. Vraiment, il y a eu des grands titres. Même dès le début de l'année, et on a presque tendance, je trouve, Kira, à oublier les jeux du début d'année. Mais il y a eu Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Octopath Traveler 2, Wolong, il y a eu Frostpoken quand même, il faut le dire, qu'il y a eu ce jeu-là. Qui a été un succès incroyable. Ouais, succès incroyable, il y a eu vraiment, je trouve, quand même plein de belles choses. Moi, j'ai trouvé une très belle année pour Nintendo. Moi, c'est Nintendo vraiment qui a ponctué mon année de plein de choses très cool. Un Xbox un peu plus qui a déçu un peu, un PlayStation assez timide quand même, j'ai trouvé, avec des gros hits mais peu en quantité, beaucoup de hardware par contre, c'est sympa, et Valve aussi que j'ai trouvé on fire avec sa Steam Deck OLED. Donc globalement en fait moi j'ai trouvé que c'était une très belle année avec plein de choses fortes en variété, des nouvelles IP, des remakes, des grosses suites comme Zelda aussi. Et du hardware, moi j'aime bien quand il y a du hardware dans une année, donc des équipements, des accessoires, des consoles, etc. On a eu ce qu'il faut en hardware. Ouais, on a eu ce qu'il faut, il y a eu des belles cérémonies, des belles confs, donc non, moi je suis très 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 content de cette année 2023. Et toi, du coup, t'en as pensé quoi ? Pareil, c'était une belle année 2023 en termes de gaming. Il y a eu des choses super et très intéressantes, des choses un petit peu moins cool aussi. Bon, ça, on va pas trop en parler parce que le but, c'est la célébration, on va dire. Mais on va pas dire que Microsoft a brillé cette année par son incroyable présence. Ouais. Derrière ça, oui, il y a eu des très grands titres, des titres qui sont dans forcément nos tops et nos flops de l'année. On va d'ailleurs commencer par le top 5. Alors, on va faire 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Je vais te laisser commencer. Ton top 5, qu'est-ce que c'est ton numéro 5 de l'année ? Allez. Alors, mon numéro 5 de l'année, je vais te surprendre, ou peut-être pas, je sais pas, parce que c'est vrai qu'on connaît pas, on s'est pas dit du tout nos tops. On s'est pas concerté. Ouais. Après, je pense qu'on connaît notre top, notre top 1, je pense qu'on le connaît respectivement, on se le dira quand on les annoncera. Mais le top 5, moi j'ai mis Final Fantasy XVI en 5e position de mon top. D'accord. Donc peut-être que tu pensais qu'il serait mieux placé, je sais pas, mais en tout cas j'ai mis Final Fantasy XVI pour ses personnages. Moi j'ai adoré Clive, Sidolphus, Jill, Gab, sa bande son. Ces moments vraiment spectaculaires avec les émissaires, tu sais, les gros combats de kaiju là, les combats d'invocation, mais j'ai pas mis mieux que la 5e place alors que je suis un énorme fan de Final Fantasy, vous le savez, mais j'ai donné plein de raisons dans ma chronique. Donc je pense qu'en le mettant dans mon top 5, tu vois, je reste en même temps et fanboy et en même temps tu vois, conscient des défauts que peuvent avoir le jeu, et je pense que cette 5e position est un bon compromis parce que j'ai beaucoup aimé, mais je suis conscient qu'il y a eu des choses à relativiser. D'accord. Bah écoute, on en reparlera tout à l'heure lors de mes tops. Moi, en top 5, j'ai mis Hogwarts Legacy. Donc c'est un jeu, tu le savais, que j'attendais beaucoup. Ce fameux jeu qui nous plonge dans le monde magique d'Harry Potter. On explorait Poudlard, on pouvait apprendre des sortilèges, vivre des quêtes passionnantes, et surtout, on avait cette sensation d'influencer vraiment le monde des sorciers. L'univers, ouais. Et franchement, moi, j'y ai passé un temps assez considérable, et j'aime encore me balader dans cet univers. Donc c'est un jeu, pareil, certes, qui a des défauts, certaines quêtes de remplissage, les fameuses énigmes de Merlin que j'ai trouvées, mais
imbuvable, mais le jeu a quand même son charme, et surtout le fait d'avoir un découpage en saison, on avait vraiment cette impression de vivre une année à Poudlard, et quand on est un fan d'Harry Potter comme moi, bah voilà, je me suis vraiment amusé. Et pareillement, j'ai trouvé le gameplay très sympathique avec le système de couleurs et de sorts en fait qu'on pouvait envoyer. On peut collectionner des animaux fantastiques. Oui. Donc, clairement, j'ai passé un temps de fou à customiser ma salle sur mesure. Et voilà, donc ça sera mon top 5 de l'année pour moi. Ouais, c'est une belle position quand même pour ce Hogwarts Legacy. C'est une belle position qui a été boudée au Game Award d'ailleurs. Ouais. Bon, après, je te l'ai dit la dernière fois, je pense que les polémiques de l'autrice en est pour quelque chose. Mais en soi, quand je vois le succès du jeu, le succès aussi critique, parce qu'il a quand même eu des très bonnes notes, et je trouve ça dommage qu'il ne représentait pas en tout cas sa catégorie. Ouais, et puis c'est une très grosse sortie du début d'année quand même. C'est ce qui a animé, tu vois, une grosse partie du début d'année en termes de com et tout. Donc non, c'est cool. C'était ma plus grosse attente, rappelle-toi. Ouais, c'est vrai, c'était ta plus grosse attente de l'année. Bon, j'enchaîne sur mon top 4 ou pas ? Bah oui, on n'a pas le choix. J'aime bien cet exercice des tops, tu vois, ça, c'est un petit côté sympa. Change. Ouais, ça change. Ouais, ça change. Donc mon top 4, je pense que c'est un jeu qui sera dans ton top. Et je pense que ce sera le seul jeu qu'on aura en commun. Moi, c'est Resident Evil 4. Ok, bah tu vas rigoler, parce que c'est mon top 4 également. Resident Evil 4, top 4, donc je l'ai mis au même endroit. Ah la vache, c'est le même top. Alors pourquoi, moi je vais dire pourquoi je l'ai mis en top 4. Moi, jeu d'action d'exception. Moi, je le mets pas en survival vraiment. Je le mets en jeu d'action, mais par contre... C'est un jeu d'action, tout à fait. Exceptionnel. En plus, moi, ce que j'adore vraiment dans Resident Evil 4, c'est le côté exploration, tu sais, des maps où il y a les trésors à trouver et tout. Tu sais que ça, c'est vraiment ma cam. Donc, j'adore les combats dynamiques. J'ai bien aimé mettre des petits front kicks dans la tête des Las Plagas, avec les petits mini-jeux de tir qui étaient sympas, l'ambiance. Carrément. Enfin... Capcom, je trouve vraiment, a fait un sans faute sur ce remake, et je pense que c'est même parmi les meilleurs remakes de jeux vidéo que j'ai pu faire avec Resident Evil Rebirth et Final Fantasy VII Remake. Donc, 4e position, et symboliquement, je l'ai mis avant Final Fantasy XVI parce que je trouve que la réalisation de ce jeu n'a pas de défaut. À proprement parler, à part les caisses jaunes dont tu avais parlé dans ta chronique. Mais tu vois, moi, j'ai un très, très grosse estime pour ce Resident Evil 4. Oui, c'est pour ça que j'ai mis aussi dans mon top en 4e position, parce que le jeu a su conserver l'essence du jeu original, tout en introduisant un gameplay modernisé quand même, un scénario qui a été réinterprété par moments, et des graphismes quand même très très beaux et très détaillés. Le Resident Evil Engine a vraiment brillé de mille feux, on va dire. Et surtout, c'est un jeu qui offre une expérience de survie intense quand on joue en difficile, et j'ai trouvé ça très immersif dans l'ambiance. J'avais vraiment l'impression d'être en Espagne, tu vois. Mais j'ai une question du coup, Kira, parce que je savais que tu l'avais adoré. Pourquoi pas plus ? Pourquoi il n'est pas dans les top 1, 2, 3 du coup c'est peut-être parce que les autres t'ont plus marqué, ou ça vient du jeu qui quand même un petit truc qui t'a gêné et qui fait qu'il peut pas être ton GOTY? Alors en fait non, c'est pas ça, c'est que j'ai 3 autres jeux forcément qui m'ont plus marqué, dont aussi j'ai voulu jouer sur le fait, c'est que des fois une bonne surprise joue également. Dans mon top, tu verras, il y a un jeu que je conspuais déjà avant sa sortie, et finalement j'ai adoré, et c'est pour ça que je l'ai mis au-dessus de Resident Evil. Ouais, que Resident Evil 4, finalement, tous les deux, on savait qu'on était un peu le public, tous les deux, on savait qu'on allait très certainement kiffer. On était conquis d'avance, quoi. Ouais, voilà, conquis d'avance, mais ça lui enlève pas, en tout cas, ses qualités de ouf, hein. Franchement, Resident Evil 4... Exactement, et même, je vais te dire, pendant une bonne partie de l'année, c'était mon top 1 dans les GOTY. On va dire qu'il a bien baissé sur cette fin d'année, mais c'était mon top 1. Franchement, je pense, ça donne un petit indice sur les jeux qui sont mes tops, mais moi, c'est jusqu'à peut-être cet été, c'était aussi un de mes top jeux de l'année, Resident Evil. Ouais, c'est pareil. Top 3 ? Top 3, vas-y, allez, je t'écoute. Est-ce que tu as une idée de quel pourrait être mon top 3 ? Si je te dis que, un petit indice, ça se passe sur Rubicon, la planète. Ça te rappelle ça se passe sur Rubicon. Oui, tu nous en as parlé il y a pas longtemps d'ailleurs, de ce fameux jeu de mecha. Voilà, exactement. Donc c'est Armored Core 6. Donc en fait, pourquoi 3e position ? Déjà, le jeu, vous avez écouté ma chronique, je pense, et c'est un jeu plein de surprises. Déjà, je trouve, Kira, que From Software, ils ont réussi à avoir une aura où les gars, ils sont capables de faire d'Armored Core un jeu qui a la hype, tu vois. Alors normalement, c'est vraiment un jeu de niche. Bah ouais, normalement, c'est vraiment le jeu de niche apparent. Enfin, vraiment... le stéréotype du jeu de niche à la japonaise, jeu très typé arcade, où c'est des gros robots, où tout est austère jusqu'à dans les menus, où il n'y a pas trop de dialogue. Mais ils ont quand même, dans toute cette
dans tout le stéréotype que représente Armored Core en termes de jeux d'arcade et jeux d'action pure et dure, ils ont réussi, comme je disais, à développer la partie narration qui m'a vraiment beaucoup touché, avec certains personnages qui étaient vraiment très cool, et le système de combat est ultra dynamique. On sent voilà, la patte From Software dans la partie maîtrise du gameplay, maîtrise de la proposition. Et aussi, j'ai trouvé, Kira, que c'était vraiment chouette de voir ce revival un petit peu de cette saga Armored Core briller sur le devant de la scène, et qui a eu un award d'ailleurs, action. Non, c'était pas l'award de l'action, je crois que c'était ça. Il a eu l'award du meilleur jeu d'action, je crois que c'est ça. C'est ce qui est amplement mérité quand on voit le gameplay. Ouais, c'est amplement mérité. Et donc voilà, gros coup de cœur. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, une 60aine d'heures de jeu avec toutes les fins. Donc voilà mon top 3, un top 3 que je suis très content de reparler aujourd'hui. Écoute, c'est un beau top 3 qui va plaire à beaucoup de monde. Moi, c'est pas très original, tu vas voir. Moi, je vais parler de Spider-Man 2. Ah, mais quand même. Un jeu que j'ai conspué avant sa sortie, après la première présentation, que j'avais trouvé que c'était vraiment une redite du premier. J'ai trouvé les graphismes assez décevants et assez fades en fait. Et oulala, grand mal m'en a pris, car au final, le jeu offre une grande liberté de mouvement, de combat. On a une histoire qui est vraiment captivante. Il y a eu des libertés qui ont été prises sur pas mal de choses qui m'ont fait tiquer au début. Rappelle-toi Kraven, Venom, ou même le costume du symbiote. Les costumes, et en fait, t'étais pas fan. Ouais. Et en fait, c'était pour le mieux, c'était vraiment cool et tout. Le fait de jouer 2 Spider-Man aussi, avec 2 approches différentes, même si le gameplay était proche, on se retrouvait vraiment avec deux personnalités différentes. Et j'ai autant adoré utiliser Miles que Peter. Et même les phases de Mary Jane m'ont plu, tu vois. Donc c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé cette année, et encore une fois, un jeu que j'attendais pas forcément. Donc c'est pour ça qu'il est si bien placé dans mon top. Et comment tu peux alors, moi j'ai vu toutes les qualités du titre et je vais le faire bientôt, je pense, mais comment tu peux alors analyser le fait qu'au Game Awards il a été complètement boudé aussi? Autant il a été nominé, mais il a rien eu, Spider-Man, il a rien eu. Parce que c'est un jeu qui réinvente pas la roue, en fait. On se retrouve dans un open world de super-héros classique qui a été déjà vu dans le premier Spider-Man et dans les Batman Arkham, par exemple. Ouais. Il fait les choses bien, mais il invente rien, en fait. Donc, autant la ville était incroyable, j'ai vraiment adoré me balader, que ce soit avec la wingsuit ou quoi, c'était vraiment très très cool, mais c'est un jeu qui n'invente rien, et c'est pour ça que je pense qu'il a été boudé, parce que même graphiquement, c'était beau, mais c'était pas la claque next-gen que j'attendais. Par contre, j'avais plein d'effets, le SSD qui marchait trop bien, il y avait un passage avec des portails, on avait vraiment l'impression d'avancer, et c'était sans temps mort, donc ça, c'était cool, tu vois. Mais en soi, c'est un jeu qui comme je disais tout à l'heure, qui invente pas la roue. J'aurais tellement pas misé quand même il y a un an que ce jeu soit dans tes tops. C'est clair. C'est en cool. plus, cette année, j'ai quand même fait Spider-Man Remaster quand j'ai acheté ma PS5, que j'ai que depuis juin. J'ai fait Miles Morales dans la foulée et j'ai fait Spider-Man 2, donc j'aurais pu très facilement être dégoûté en fait de cet enchaînement. Ouais, là, en fait, pas du tout. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et le jeu a un peu de mal à se lancer, c'est vrai, mais passer, on va dire, 2-3 heures de jeu. Là, on se retrouve vraiment avec un truc, un vrai Spider-Man 2, quoi. Ouais, clairement, ils ont fait le job. De toute façon, moi, j'ai une confiance quasi aveugle en ce studio. Insomniac, qui sont trop forts. Moi, je vais te reparler de Ratchet, mais je te jure, les gars, ils sont trop on fire. Je les trouve très, très bons. Et du coup, nos 2 top 3, en fait, presque, c'est Armored Core 6 qui a volé l'awards de Spider-Man, parce que ça, tu vois, jeu d'action, finalement, ça aurait très bien pu être un awards pour Spider-Man. Hein. Mais justement, le fait que ce soit Armored Core, le fait que ce soit un jeu, comme tu dis, de niche, une ancienne licence qui revient avec un gameplay aux petits oignons, il a vraiment mérité son award, en fait. Parce qu'encore une fois, Spider-Man était très attendu au tournant, et il n'y a pas eu cet effet, il n'y a pas eu cet effet waouh, tu vois. L'histoire était cool, le gameplay est cool, mais il n'y a pas ce côté genre là j'en prends plein la gueule. T'en prends plein la gueule, c'est vrai, mais c'est des choses, encore une fois, qui sont déjà vues. C'est bien, mais c'est déjà vu. Ouais, c'est vrai. En numéro 2. Alors, allez, mon numéro 2. Est-ce que tu as une idée quand même de mon Gotti? Je pense que tu le connais, mais mon numéro 2, est-ce que tu as une petite idée ou pas? Alors, je m'attends à un jeu Nintendo, tu vois. Ah, je suis grillé. Donc, c'est un jeu Nintendo. C'est Super Mario Bros Wonder. Franchement. C'est bizarre, je m'y attendais pas du tout. Hein. Non, franchement, je l'ai kiffé. Ouais, j'avoue. En plus, ça a été... tu vois, je rejoins un de tes arguments. Ça a été une petite surprise quand même, ce Super Mario Bros Wonder, parce qu'il a été annoncé courant de l'année 2023.
pour une sortie quelques mois après. Donc il avait été annoncé dans un Nintendo Direct en plus, donc on ne l'avait pas trop vu venir, on était sur un retour aux sources de la 2D, 2D en plateforme. En plus, c'est pas mon style de prédilection. Moi, comme j'avais dit dans ma chronique, mes derniers jeux de plateforme comme ça, c'était les Rayman Origins, que j'avais beaucoup aimé. Et Super Mario Wonders, enfin Bros Wonders, donc c'est... moi, si je dois faire un petit condensé de ma chronique, même si l'idée, c'est pas de les refaire, nos chroniques, mais... en fait, j'ai retrouvé tout le génie Nintendo. Tout ce que j'attends d'un jeu Nintendo est dans Super Mario Bros. Wonder. La précision du gameplay, le soin vraiment apporté aux détails, faut que tu le fasses, Kira, rien que pour le côté méticuleux, tu vois, que le jeu a, ce côté divertissement à outrance, comme je disais, et de l'exigence dans les derniers niveaux, et le sound design. Enfin, vraiment, ce jeu m'a ébloui. Et donc, c'est, je pense, la première fois de ma vie qu'un jeu Mario est dans mon top, tu vois, et franchement, j'ai passé un moment exceptionnel cette année. Il a volé la place de Zelda. J'avais hésité à mettre dans mes tops, tu vois, un jeu Nintendo. Enfin, je voulais vraiment un jeu Nintendo. Et ben, je choisis vraiment Super Mario Bros. Wonder à Zelda, tu vois. Ouais, je pense que je le ferai dans quelques temps. Pour l'instant, je suis pas trop dans le mood Mario, je t'avoue. Mais je pense que quand ça reviendra, je le ferai bien volontiers. J'attends de voir peut-être cet été. C'est peut-être un jeu d'été, tu vois. Ouais, carrément. Et puis vraiment, avec ce regard, je te dis, un peu critique, juste regarder ce qui se passe dans les décors, les fleurs cancans, tout ce que dégage le jeu, c'est ça qu'il faut réussir à capter et prendre, tu vois. Après, même si c'est qu'une session test de 3 heures, mais ça te donnera déjà une bonne indication de ce que le jeu a dans le ventre. Et si ça se trouve, qu'il ira au bout, tu vois. Ouais, à voir. Du coup, toi, mon top 2, à ton avis. Franchement, je connais ton GOTY. Je pense connaître ton GOTY. Le top 2, je sais pas. Alors, peut-être un Assassin's Creed Mirage, mais il t'a déçu quand même sur la partie intelligence artificielle, donc non. Peut-être un Alien Dark Descent. Tiens, je vais essayer de tenter un truc original. Eh bah ouais, c'est exactement ça. Non, sérieux ? Mon top 2, c'est Alien Dark Descent, que j'ai beaucoup aimé. Ce petit jeu AA, tu sais, de stratégie en temps réel, qui nous mettait à la tête d'une escouade de Marines coloniaux face à une horde de xénomorphes. Enfin, moi, j'ai vécu le jeu comme si j'étais dans le film Aliens de James Cameron. C'est vraiment une des expériences les plus palpitantes que j'ai faites cette année, où quand ton Marine s'y meurt, t'es dégoûté parce qu'il a pris de l'XP un peu à la XCOM. Ouais. J'avais vraiment ces moments de tension où tu pouvais te faire attaquer de tous les niveaux, et pourtant c'est de la 3D isométrique, donc j'avais vraiment cette sensation d'être oppressé dans cet environnement de la planète LV426. Et, enfin non, c'est pas LV426, je suis con, c'est une autre lune là en plus, mais ça y ressemble beaucoup parce que c'est un forage de la Weyland-Yutani. Mais ça n'empêche que j'ai passé un excellent moment. C'est un jeu que j'attendais, mais que j'attendais pas autant. Et surtout, c'est un jeu qui m'a surpris car j'attendais vraiment un gameplay à la XCOM, et au final, non, c'était pas vraiment un gameplay à la XCOM, tu sais, c'était vraiment du temps réel. Il n'y avait pas système de damier pour pouvoir avancer. Et au final, là où ça aurait pu être une déception, j'ai vraiment été conquis parce que ça crée vraiment cette tension et ce malaise. Donc voilà, c'est mon numéro 2. Je suis très très content parce qu'en plus c'est un jeu, c'est un studio français. C'est une de mes chroniques que j'ai préféré faire cette année. Donc voilà, en tout cas, mon top 2. C'est marrant que tu dises ça parce que déjà je pense que je t'ai surpris en sortant ça. J'ai dû t'étonner. Ouais, je m'y attendais pas, tu vois. Mais c'est parce que moi c'est une de tes chroniques que j'ai préférées. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est celle-ci qui m'est revenue aussi. Donc tu vois, celle que t'as préféré écrire, donc ça a du sens. Mais ouais, je trouve ils ont parce que j'ai pas mal suivi sur les réseaux après ce qu'ils disaient autour du jeu. Il a eu une petite hype quand même sur les réseaux, et tout le monde disait que c'était vraiment un jeu qui a été développé avec une attention toute particulière au respect de l'univers, au respect de la saga Alien et tout. Et c'est pour ça que, connaissant ta fibre de fan, je savais que c'est un jeu qui... De fanboy. Mais de fanboy, mais en même temps qui est vraiment bien fait, tu vois, qui est bien réalisé et tout. Donc vraiment très cool. Le truc, c'est que tu sens que c'est un jeu de fans, fait pour les fans. Ils avaient accès à pas mal de croquis et de comment dire, même de maquettes sur Aliens de James Cameron, qui est mon alien préféré. Je sais, beaucoup vont crier à l'hérésie, mais moi c'est mon alien préféré. Et du coup, j'avais vraiment cette sensation d'y être. Après, c'est vrai que les jeux Aliens, je les ai tous faits. Alien Isolation, j'ai vraiment adoré. Fireteam Elite en coop, c'était très très cool, même si c'est vraiment le moins bon des trois. Par contre, celui-ci, il a vraiment quelque chose. Il y a des moments, j'étais vraiment flippé devant mon écran parce que j'avais peur que mes mecs se fassent bouffer en fait. Et ça,
même dans un XCOM où les mecs ils mouraient, tu t'en foutais un peu. Là non, j'avais vraiment cette sensation de perdre des membres de mon équipe, quoi. Ouais, t'étais un peu dégoûté. C'est ça. Alors, le top 1 ? Bon, mon GOTY, bon bah écoute, je pense qu'il n'y a pas grande surprise à dire que j'ai aucune originalité, j'ai pas de cerveau, je me suis laissé influencer par Jeff Keighley justement. Mon GOTY est Baldur's Gate 3, donc comme le GOTY de beaucoup de gens. Mais oui, Baldur's Gate 3, donc en plus vous n'avez pas encore ma chronique, mais petit teasing, ce sera normalement ma première vraie chronique de 2024, donc ça devrait suivre tout de suite après cette émission, ou quelques semaines après en tout cas. Donc ouais, Baldur's Gate 3 en fait, mais c'est parce que je suis complètement la cible de ce jeu-là. Déjà, on est tous les deux rôlistes dans la vraie vie, on fait du jeu de rôle. Tout à fait. Moi j'ai fait beaucoup de Donjons et Dragons, on aime bien tout ce qui est, enfin moi l'heroic fantasy, c'est vraiment, enfin voilà. Ta cam. Je peux faire que ça, lire que ça, regarder que ça, c'est vraiment mon truc. Et aussi j'ai été biberonné au RPG, tu sais, un peu à l'ancienne, sur PC, beaucoup. Avant, je jouais beaucoup sur PC, donc Baldur's Gate 1, je l'ai fait, le 2, j'ai adoré. Aussi Arcanum, Sortilège et Engrenage, que j'ai beaucoup aimé, les Fallout 1 et 2, en vue pareil, hein, tu sais, enfin voilà, en jeu de rôle. Donc c'est un style de jeu que j'aime par-dessus tout, qui m'a forgé en tant que joueur, vraiment. Et Baldur's Gate 3... Du coup, ça spoil un peu ma chronique, mais évidemment, j'ai adoré le jeu. Mais je vous expliquerai pourquoi ce jeu vidéo n'est pas qu'un... Pour moi, ils ont presque transcendé un peu le média. Ils ont compris surtout. Ouais, franchement, ils ont compris. Ils ont vraiment. Parce qu'adapter Donjons et Dragons, c'est casse-gueule. Hein. On a vu ce que ça donne. Hein. Bon, il y a 2 films de merde et un très bon film, mais même au-delà de ça, que ce soit en livre ou quoi que ce soit, adapter Donjons et Dragons, ça reste assez délicat quand on voit le lore qu'il y a. Ouais, c'est délicat, c'est très dense, c'est très pointu parce qu'il faut pas aussi. Quand tu as une communauté aussi forte derrière une licence, faut pas trop les brusquer, évidemment. Et moi aussi, j'ai un affect tout particulier avec l'Ariane Studio parce que je les suis depuis des années sur les Divinity que j'adore. Donc, Baldur's Gate 3, jeu du cœur. Et en fait, c'est même pas mon GOTY, c'est presque un jeu qui est rentré dans mon top 10 de mes jeux de toute ma vie, all time. Donc voilà, très gros coup de cœur. Comme moi à l'époque avec Elden Ring. Oui, qui était arrivé dans mon top 10. Bah, tu verras que mon top 1, bah, c'est pareil, c'est un jeu qui est arrivé dans mon top 10 all-time. Ouais, moi je connais ton top 1. 2023 est une grande année, voilà. Mon top, c'était le Challenger, c'était Alan Wake 2. Ouais. Donc le jeu magnifique jeu qui combine habilement horreur psychologique et combat intense. Tu sais, le jeu passait de certaines scènes en animation 3D à des scènes en vidéo réelle, comme ils savent bien le faire chez Remedy, ce qui crée un environnement, je trouve, assez immersif, mais parfois angoissant aussi. Les parties avec Alan étaient fantastiques, hein, bien sûr, mais il y a aussi la partie investigation parallèle, tu sais, de Saga, l'autre personnage, qui n'était pas en reste au final. Et du coup, pour moi, Alan Wake 2, c'est un jeu d'auteur très singulier, c'est riche, c'est fascinant, c'est même proche de l'univers de Lynch, hein, je l'avais déjà comparé, mais c'est vraiment très, très lynchien dans l'ambiance, et c'est vraiment une des plus belles claques de ces dernières années. T'as vu le show qu'ils ont fait au Game Award, quand tu tombes dans cette scène dans le jeu, moi je te jure, il y a eu un avant et un après cette scène, quoi. Ouais, je comprends. Ça m'a retourné, donc c'est un jeu fantastique, et encore une fois ils ont poussé la frontière du 4e mur entre le joueur et le jeu de façon admirable, et je pense que ça va être difficile de faire plus par la suite, en tout cas. Ouais, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut faire un parallèle avec nos 2 GOTY, parce que Alan Wake 2 transcende le média du jeu vidéo, comme on l'a dit, avec des prises réelles, comme tu l'as expliqué, briser le 4e mur, etc. Et puis on sait que Sam Lake aime bien toujours casser la frontière entre ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. Et Baldur's Gate aussi, à mon sens, transcende le média, mais d'une toute autre façon, que j'expliquerai lors de ma chronique. Mais ces 2 jeux ont cette singularité de réussir, je trouve, à s'extraire un petit peu du média jeu vidéo pour nous faire vivre une expérience qui va un tout petit peu plus loin. Et ça, c'est une marque de grand jeu, et ça marque les joueurs, justement. Et c'est pour ça que ce sont, même, tu vois, au Game Awards, ce sont et les numéros 1 et les numéros 2, et je trouve ça complètement cohérent. C'est vrai, et ça fait plaisir parce que mine de rien, c'est 2 jeux qui ont coûté beaucoup au studio. Je pense que si les jeux se croûtaient, ça aurait pu sonner le glas des 2 studios, et au final que ces 2 jeux soient reconnus. En plus, 2 jeux sortis en démat, encore une fois, même s'il y a une édition physique qui arrive pour Baldur's Gate 3, mais 2 jeux en démat, ça aurait pu facilement hypothéquer leur chance en fait, et pas du tout. Donc pour moi, j'étais vraiment ravi du palmarès.
palmarès en tout cas. C'est vrai que tu as raison, ils ont plein de similitudes quand même, ces jeux. La distribution des maths, ils sont auto-édités, enfin c'est vraiment des jeux qui ont marqué vraiment cette année, je pense. C'est ça, tout à fait. On va passer sur la partie 1D. Alors, quel est ton... Alors, on va faire un petit top 1D, donc 2 ou un jeu, ça dépend, comme tu veux. Toi, tu es parti sur lequel ? Alors moi, je vais faire qu'un top, parce que je voulais... En fait, il y avait une course justement dans ma tête entre Cocoon et mon GOTY qui est Humanity, donc mon jeu préféré indépendant et Humanity. Ouais. Et je veux vraiment donner la part belle qu'à Humanity, c'est pour ça que je parle que de lui aujourd'hui, sachant que j'ai fait une chronique sur Cocoon il n'y a pas longtemps. Mais en fait, si tu veux, Humanity, c'est le jeu, je le rappelle, on déplace des foules d'un point A à un point B, on joue un petit Shiba Inu, donc un petit chien qui met des flèches sur un parcours, un damier, pour guider justement cette foule qui avance, qui avance tout droit. Et en fait, ce jeu m'a beaucoup touché parce que j'aimais bien la symbolique, tu vois, de gérer une foule qui n'avait pas de volonté propre, et nous, on était un peu acteurs de ces gens-là, et j'aimais bien ce côté un peu méta que le jeu avait. Le propos était très intéressant. Beaucoup d'originalité, même dans la partie graphique. Tu sais, on avait tous ces humains là qui marchaient. Enfin, tu vois un peu Humanity, je pense, le jeu, parce qu'il marque. Il a marqué quand même de son empreinte, son style graphique. C'est vrai. Et beaucoup de gens en ont parlé aussi. Ouais, on l'oublie pas en fait, ce jeu. C'est ça qui est cool. Et les puzzles, en plus, ça m'a apporté une petite bouffée d'air dans cette année qui était très dense, parce que tu peux lancer des parties très courtes. Tu fais un niveau, ça dure 10-20 minutes, hop, t'arrêtes, tu rejoues un peu plus tard. Et tu vois, ce côté, un petit bonbon que tu vas déguster de temps en temps, ça m'a vraiment fait plaisir. Il y a une fonctionnalité VR en plus, donc ils ont mis le paquet là-dessus. Et il était dispo direct dans le PS Plus, ça a été un des jeux dispo Day One dans le PS Plus. Donc voilà, grand jeu, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup touché. Humanity, donc. Et toi, alors ? Dis-nous. Alors moi, j'en ai mis 2. J'ai un peu triché, en fait, parce que j'arrivais pas à les différencier, tu vois. Donc j'ai triché après. J'ai mis Chant of Senna. Oui, je m'en doutais un peu. Jeu qui m'a beaucoup plu, misé uniquement sur les glyphes et sur le dialogue. Jeu qui m'a enchanté, qui m'a fait m'arracher les cheveux par moments, d'ailleurs. Mais ce genre de jeu prouve qu'en fait on n'est pas obligé d'avoir de la baston tout le temps, en fait. Se retrouver avec une expérience assez intense, en fait, où tu as vraiment cette impression d'être un archéologue, et surtout qui prône un discours très positif et très humaniste, et ça m'a beaucoup plu, en fait, et c'est pour ça que je l'ai dans mon top 1D, celui-ci. Et ton top 2, est-ce que je peux essayer de deviner ? Vas-y. Alors moi je dirais, peut-être que je vais me planter, mais j'aurais dit Under the Wave. Exactement. Ouais, c'est lui, ok, cool. Le deuxième, c'est Under the Wave, que j'ai vraiment beaucoup aimé, un jeu qui traite de la solitude et du deuil. C'est un jeu, je pense qu'il faut être dans le mood pour y jouer. À certains moments, c'est compliqué, je pense. C'est pas un jeu que je ferais tout le temps, soit dit en passant. En revanche, j'ai été très sensible à ce moment-là. Je me suis beaucoup attaché au personnage de Stan. Et cette petite routine d'aller nettoyer les océans, en fait, avec juste ses pensées et d'avancer au fur et à mesure, c'est un message écologique, un message bienveillant également. J'ai beaucoup apprécié, et je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout mon achat, bien sûr, tout à fait. Donc je pense que je le referai dans quelques années quand le mood sera meilleur, mais en tout cas, il y a cette sensation d'avoir accompagné un être humain dans un périple personnel et intimiste, et très peu de jeux peuvent vraiment nous faire sentir ça, en tout cas. Ouais, t'as partagé un vrai truc avec ce personnage, en fait. Avec un personnage virtuel qui a été écrit par quelqu'un, en fait. Ce qui est assez fou, et c'est vrai qu'on se met facilement à la place de ce perso, et cette ambiance anxiogène et claustrophobe participe beaucoup, en fait, à justement, le mec en a ras le cul, il veut s'isoler, il va au fond de la mer. Voilà. moi je comprends, perso, moi j'irais plutôt dans une cabane dans les bois, tu vois, mais je comprends. J'avoue que des fois prendre son sous-marin et partir 2-3 semaines sous l'eau, ça peut être bénéfique pour l'état d'esprit quand même. Ouais, je pense que ça peut être une bonne idée à méditer, et du coup ça va totalement contrebalancer. Quelle est ta mention spéciale de l'année ? Alors oui, on voulait une petite mention spéciale, parce qu'on va pas faire tous les GOTY quand même. Ouais, c'est clair, on n'a pas fini sinon. Un peu ennuyé. Mais moi, je vais faire une mention spéciale parce que je trouve que c'était injuste qu'il soit même pas nominé. Donc c'est le meilleur OST de l'année. Et pour moi, c'est Octopath Traveler, donc le 2, mais même le 1 est absolument magnifique. Donc l'auteur, c'est Nishiki, enfin le compositeur. Il est trop brillant. Moi, je trouve ses musiques, elles sont exceptionnelles. S'il devait y avoir un autre Nobuo Uematsu, donc le grand compositeur de Final Fantasy, s'il y avait pour moi
un élève spirituel ou en tout cas quelqu'un qui va le remplacer entre guillemets, hein, vraiment, mais ce serait lui. Je suis absolument fan de ce qu'il fait. Octoplast Traveler, écoutez les musiques, elles sont vraiment douces, variées. Moi, un OST, j'aime bien en plus quand il m'emmène un petit peu en voyage, et je trouve qu'à chaque musique, déjà tu sais si c'est un thème de combat, si c'est un thème d'aventure, la musique elle parle d'elle-même, ça je trouve ça génial. Et c'est l'OST qui m'a pas quitté tout au long de l'année. Je l'ai écouté dans le train, dans l'avion. Enfin voilà, tu vois, je m'en lasse pas, je l'écoute encore. Je pense que c'est un de mes OST préférés, pareil, all time, avec les musiques de Final Fantasy bien sûr. Donc énorme coup de cœur, vraiment, vraiment, vraiment. Alors moi, tu vas voir, j'ai triché sur ma mention spéciale. Encore, j'ai ma mention spéciale, c'est un jeu que j'aurais aimé mettre dans le top et que j'ai pas mis dans le top du coup, mais je vais le citer quand même. Mais j'ai une bonne excuse. Je vais le citer parce que je vais en parler lors d'un prochain épisode. Okay. Et après, on va parler de la meilleure histoire, mais c'est aussi un jeu qui est déjà dans mon top. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'en mettre 2. Tu vois. Bon, tu triches beaucoup. Vas-y, dis-nous tout. Je triche beaucoup. Ouais, je suis un tricheur. Mention spéciale Robocop, que j'attendais beaucoup. Un jeu que j'ai surkiffé vraiment. Je vais pas détailler davantage parce que je vous laisse la surprise. On prépare un épisode spécial sur Robocop, mais c'est un jeu. Les développeurs ont vraiment compris ce qu'était le personnage de Robocop. C'est un jeu qui s'intègre admirablement bien entre Robocop 2 et Robocop 3, qui apporte des nouveautés et qui éclaircit certaines zones d'ombre en fait. Et c'est vraiment le petit bonbon sucré que tout fan de Robocop attendait. Et moi, en tant que fan du personnage, en tant que fan du premier film bien sûr, même de la trilogie, j'assume, le 2 et le 3 j'aime aussi, même si c'est pas le même genre de jeu, de film, mais ça n'empêche que j'ai vraiment passé un excellent moment. Et dans mon autre mention spéciale, cette fois, c'est sur le scénario de l'année. La meilleure histoire, du moins, c'est Alan Wake 2. J'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est pour ça que je me suis permis d'en mettre un deuxième. Parce que, Alan Wake 2, cette histoire est tellement viscérale, elle est impossible à raconter parce que ça part dans tous les sens. Mais quand t'arrêtes de jouer, t'y penses encore, en fait. Et quand tu relances ta partie, tu penses à ce qui s'est passé avant. C'est dingue, c'est que le jeu peut te perdre à plein de moments, mais malgré ça, t'arrives quand même à rattacher les wagons, quels que soient les points de vue et surtout, quels que soient les délires qu'on te balance à la tronche. Et là-dessus, c'est vraiment un chef-d'œuvre de narration. Les mecs ont été mais vraiment super, super pointus. Et encore une fois, ça prouve qu'on peut faire des AAA type indépendant, en fait, avec une vraie expérience ludique et différente. Et ben comme t'as triché, je vais tricher. Moi, en meilleure histoire, tu vois, j'aurais mis Zelda TOTK parce qu'en fait, tu vois, les cinématiques m'ont assez bouleversé. Vraiment, je t'avais dit, on récupérait les souvenirs ou les larmes de dragon, etc. Et en fait, chaque fois que je tombais sur une cinématique de Zelda, tu vois, ça me prenait vraiment aux tripes et tout. Et c'est ce que j'ai préféré dans Zelda. C'est pas la partie gameplay, c'est pas la partie construction. C'était vraiment ces cinématiques et cette histoire. Et je trouve encore une fois qu'en jeu solo narratif, on a été hyper gâté. Enfin, solo, pas forcément narratif, mais en jeu solo, on a été hyper gâté sur toute la partie histoire, lore, ambiance cette année. Alan Wake, Zelda, franchement, tu vois, c'est 2 très beaux titres pour l'histoire. Là-dessus, je suis d'accord. J'ai eu beaucoup de retours très positifs sur l'histoire. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils ont lâché une petite larme en y jouant. Ah ouais. C'est vrai qu'on en a parlé vendredi, il y a 15 jours, avec un ami commun qui a, on va dire, redécouvert la saga dernièrement et il s'est pas mal enflammé dessus. Et je t'avoue que c'est un jeu que je vais faire prochainement. Là, normalement, a priori, le Père Noël va être sympa et va nous rapporter un petit cadeau Zelda, et donc je vais le faire pour voir un peu ce que ça va donner, quoi. Bah carrément. On va parler des déceptions de l'année. Quelle est ta déception à toi ? Quel est le jeu que t'attendais et qui t'a déçu ? Alors il y en a 2. Je vais pas tricher. En fait, à la base, j'allais dire Gollum, mais je l'ai pas fait. Donc en fait, je peux pas vraiment le citer. Mais c'est marrant. Je fais un petit big up à un de nos auditeurs. De la première heure, Game Addict, qui écoutait nos vieux podcasts, et il m'avait entendu hyper pour le jeu Gollum. Et ça l'avait fait marrer parce qu'il l'écoutait bien après le podcast et on savait la purge que c'était. Donc Gollum peut être une déception, mais je l'ai pas fait, mais je le ferai quand même un jour. Non, ma déception, je t'en ai jamais reparlé. C'est Gargoyles Remastered. Tu sais, il devait sortir. Ouais. Et en fait, j'ai été hyper déçu. Parce qu'ils ont fait qu'une refonte graphique qui est plutôt jolie, mais le jeu conserve tous ses défauts de Mega Drive, avec des hitbox qui, en plus, même si c'est plus joli, c'est presque parfois moins lisible. Les hitbox sont moins bien, je trouve. J'arrêtais pas à un moment, il y a le niveau de la lave, j'arrêtais pas de tomber. En fait, ça m'a gavé, j'ai désinstallé le truc, alors que j'étais vraiment trop chaud. Tu sais que ça faisait partie de ouf, J'étais hypé de ouf, j'avais prévu
chronique sur le jeu, chronique sur la série. J'allais faire un bundle, enfin vous auriez tout eu sur Gargoyles, mais le jeu m'a tellement écœuré que j'ai abandonné tous mes plans, alors que je l'avais un peu teasé et tout. Donc là, je pense que je t'étonne un peu parce que c'est vraiment un truc que j'étais chaud bouillant, mais je l'ai désinstallé au bout de 2 heures, ça m'a saoulé. Donc grosse déception. Je suis encore triste d'en parler. J'espère que ça s'entend pas trop dans ma voix, mais j'ai les yeux qui brillent là. Tu vois, une petite poussière dans l'œil, une petite larme qui arrive. Bref, Gargoyles Remaster, grosse déception. Je vois. Et toi, à ton avis, quelle est la déception de l'année ? Alors, peut-être que, même si le jeu a des qualités, peut-être que ce serait Starfield, non ? Eh pas du tout. C'est Final Fantasy XVI. Ah, d'accord, ok. Ouais, je m'y attendais pas alors, du coup. Tu vois, je t'ai dit qu'on en reparlerait. Ouais. J'ai été déçu pour pas mal de choses. Bon, la première, j'ai beaucoup aimé le premier tiers du jeu, en fait. Le premier tiers du jeu qui pour moi, fait illusion jusqu'à la mort du meilleur perso, d'ailleurs. Et après, on se retrouve avec un ventre mou ponctué de combats de primordiaux incroyables, certes, mais avec des phases entre les deux très très rébarbatifs. En fait, j'ai trouvé les combats répétitifs, assez brouillons, malgré une certaine beauté des attaques. Mais une fois qu'on a sélectionné notre build, on va dire, on va se retrouver avec, à utiliser toujours les mêmes attaques, à toujours spammer les mêmes boutons au final. À côté de ça, j'ai trouvé le scénario assez vu et revu, voire même simpliste par moment. Et là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que j'ai trouvé que beaucoup de personnages étaient des clichés. Certains étaient, ma foi, charismatiques, comme Sid, mais ça restait un cliché. Clive, c'est un perso aussi qui peut paraître charismatique, tu vois. Je suis pas fan de sa tenue un peu corsée. Voilà, mais pareil, je l'ai trouvé un peu simplé. C'est le mec, c'est limite le chef de la résistance. Mais on lui dit, va me cueillir 50 fleurs. Et tu peux aller me chercher le pêcheur qui s'est paumé à l'autre bout. Enfin, délègue un peu, gros. T'es pas là pour faire ça tout le temps. Et du coup, le jeu souffre de ces problèmes, plus combiné aux problèmes de rythme entre pas mal de couloirs interminables, puis des arènes de bagarre, puis des couloirs, puis des arènes de bagarre. Et j'ai vraiment ressenti cette composante MMO au final. Ouais. Et du coup, c'est ce qui m'a déçu, parce que c'est un jeu que j'attendais beaucoup. J'ai acheté une PS5 spécialement pour ça, tu vois. Et voilà, donc ça sera ma déception de l'année. J'ai trouvé le jeu un peu trop long, si tu veux, avec beaucoup trop de quêtes de remplissage. Non, mais je comprends tout à fait. Et c'est des arguments qui sont vraiment tout à fait légitimes et qui sont partagés par beaucoup de joueurs. Même si le jeu a très bien marché et qu'il y a eu un succès quand même d'estime et des bonnes critiques. Tu n'es pas le seul du tout à penser ça, bien au contraire. Et on l'a toujours dit dans la taverne, c'est les avis qui sont contraires aux nôtres que souvent on apprécie le plus. Donc non, moi je pense que ta vision partage. Il y a peut-être beaucoup de gens, c'est leur déception de l'année. Un peu comme Starfield, j'avais parlé de Starfield et je trouve que les jeux ont soufflé un peu le chaud et le froid de la même façon, sachant qu'ils étaient tous les deux très attendus. Donc non, c'est tout à fait. Moi je trouve que tes arguments s'entendent. Ça a marché sur moi, mais ça marche pas sur tout le monde. Et après, encore une fois, on l'a dit, ça reste test subjectif. Encore une fois, c'est notre avis à nous, ça fait pas bien sûr consensus, et surtout c'est le plaisir qu'on a pris à jouer à ces jeux-là. C'est pour ça qu'un Hogwarts Legacy, qui est beaucoup décrié également, va se retrouver dans mon top en fait. Encore une fois, c'est l'avis de chacun et il faut se faire son propre avis de toute façon, manette en main. Exactement. C'est ça qui compte. Et pour finir, sur qu'est-ce qui te hype le plus en 2024 ? Quelle est la sortie où tu te dis putain, je suis chaud patate ? Alors je pense savoir. Je pense que tu sais mon 1, mais en fait, je t'ai laissé tricher allègrement jusqu'à maintenant parce que j'ai carrément triché ici, moi en fait. Je me suis mis 3 et en plus, je suis sûr que les 3, je les connais. J'en ai mis 5. 5 la vache. Non, je vais les faire très vite. Je vais faire 5-4 doigts quand même. Non, il y a No Rest for the Wicked. Tu sais que tu avais parlé, là, qu'on a vu au Game Awards, le jeu fait par les gars d'Ori, The Blind Forest, qui me tente à mort. En 4, il y a Stellar Blade. Je vous en ai déjà parlé 20 fois, mais je suis trop chaud. En 3, c'est Rise of the Ronin. Peut-être que c'est... très cool. Je pense que Stellar Blade, tu savais que j'attendais, et Rise of the Ronin aussi. Ouais, je savais. Et les 2 jeux que j'attends le plus, sinon, c'est Dragon's Dogma 2, que j'attends énormément. Donc RPG, Heroic Fantasy, Macam, tout ça. J'en ai parlé un petit peu sur Baldur's Gate. C'est tout ce que j'aime aussi. Même là, ce sera plus typé action. Mais j'y crois à mort. Franchement, je pense surtout que le 1 était très très cool. Le 1 était très cool et presque je voulais te proposer un deal. Moi, je fais le 2 en chronique et si t'avais envie de faire le 1 en chronique, ce serait pas mal. Faudra qu'on s'en reparle. Mais sinon, le jeu que j'attends le plus de l'année, Kira, est-ce que je te surprends en disant que c'est Final Fantasy VII Rebirth ? Oh là là, dis donc, je m'y attendais pas. Tu es fort surpris. Je suis fort surpris. Ouais, en fait non, c'est évident, mais
c'est un sans faute, encore une fois, la Square Enix, en termes de communication. Les trailers sont magnifiques, la présence qu'ils avaient au Game Awards avec le thème de Uematsu, chanté, etc. Ils appuient à chaque moment de communication, c'est sur des trucs qui nous font kiffer, ils mettent les personnages qu'on attend en avant. Et aussi Final Fantasy VII Remake est, je pense, à date, le meilleur remake qui existe de tous les temps pour moi. Donc, je suis très très chaud pour ce FF7 Rebirth. Et comme je l'avais dit, c'est déjà un peu bête de connaître le GOTY 2024 en 2023, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai vraiment très hâte. Par contre, il en manque un dans tes plus grosses attentes, un jeu que tu attends énormément et que tu me parles régulièrement. Mince, j'ai oublié un truc. Silent Hill. Ah, mais oui. Mais en fait, comme il devait sortir cette année, je l'ai presque sorti de mes radars. Mais ouais. Ah ouais. Il serait, fait, il serait numéro 2. Il serait, c'est vrai, même avant Dragon's Dogma. Ouais, je m'attendais à Silent Hill, tu vois. Je savais que le premier c'était Final Fantasy, mais en deuxième, je m'attendais vraiment à Silent Hill. Ouais, c'est vrai. Putain, il y a Silent Hill. Ça va être une belle année 2024 en vrai. Hein, quand tu commences ça va être une belle année, tout à fait. Ouais. Et toi, alors, du coup, le jeu que t'attends le plus, j'avoue que je sais pas. Alors moi, parce que comme je suis quelqu'un qui respecte beaucoup les règles, j'en ai choisi qu'un seul. Moi, bien sûr, c'est Metal Gear Solid Delta. Que j'attends le plus, qui est prévu encore aujourd'hui pour 2024, mais je pense qu'il sera décalé. Et j'y crois beaucoup, à voir ce que ça va donner. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de rêver, j'ai envie d'ouvrir mon petit cœur et de me dire que ça va fonctionner. Le jeu peut exister sans Kojima, tu penses ? Oui, je pense, parce qu'encore une fois, les bases de Metal Gear Solid 3, qui est quand même mon top 2 ever, du coup, hein, quand on y repense. Elden Ring est passé devant, malheureusement, mais enfin, du moins, malheureusement pour Metal Gear, hein, pas pour moi. Mais ça reste Metal Gear Solid 3, mon numéro 2 de tous les temps dans mes jeux préférés. Ouais, et c'est vrai que Metal Gear Solid Delta, du coup, je l'attends, certes, avec une certaine fébrilité, mais je me dis que on peut pas foirer un jeu avec un matériel de base aussi bon, en fait. C'est pas possible. Donc Unreal Engine 5, s'ils utilisent le même gameplay que pour Metal Gear 5 par exemple, clairement on va se retrouver sur quelque chose d'assez incroyable en tout cas. Donc j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Ouais. Et dire que moi j'ai oublié Silent Hill 2, je suis presque vert de pas... C'est vrai que t'as raison. Mais par contre t'as dit un jeu, t'as parlé d'Elden Ring, Kira. Il y a le DLC aussi qu'on attend très très fort. On attend tous les deux. Beaucoup, tout à fait, qui arrivera là prochainement. Aussi. Après, je l'ai pas dit, j'ai hésité, mais je l'ai pas dit pour la simple et unique raison que c'est un DLC en fait. Même si les DLC From Software sont quand même très très quali, j'ai préféré me concentrer sur les jeux qui sortiront l'année prochaine. Ouais, tu voulais pas tricher quoi. Voilà, c'est ça, je me suis dit non, on va être carré quoi, jusqu'au bout. Bon, en tout cas, c'est vrai que l'année s'annonce incroyable. Et ça annonce des belles chroniques du coup. La taverne du gamer sera là, elle va survivre. Et on fera des belles chroniques. Tout à fait, de belles chroniques qui sont prévues prochainement en tout cas. Là, au niveau des prochaines chroniques, j'avoue, je sais même pas ce que je vais tester la prochaine fois. Je me suis remis sur Ghost of Tsushima. J'avais envie de paysages bucoliques et de m'immerger dans autre chose que la vie quotidienne. Et c'est vrai qu'il y a quoi de mieux qu'être un samouraï. Je pense que je vais le faire, ouais. Et quoi de mieux qu'être un samouraï et poutrer du mongol pour ça, clairement. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, donc j'ai recommencé, à l'heure où on est en train de parler, j'ai recommencé hier. Donc voir ce que ça va donner un petit peu. Mais c'est vrai que moi, mes prochaines chroniques, je t'avoue, pour l'instant, je ne sais pas trop. Moi, mon calendrier de janvier est déjà prêt. Il y aura du Baldur's Gate, comme je l'ai dit, il y aura du gros robot à l'ancienne Goldorak, il y aura du Bramble aussi, une chronique auditeur. Enfin, mes 3 prochaines chroniques, moi, sont calées. On fait quand même un petit point réseaux sociaux avant de terminer, histoire de faire un petit coucou, quoi. Bah oui, quand même un peu d'auto-promo, mais surtout dans cette idée de top que l'on a mis, qu'on vient de faire. L'idée, c'est de savoir aussi, vous, auditeurs, quels sont les jeux que vous avez préférés cette année. Et comme ça, dans nos premiers épisodes de l'année, on citera vos GOTY. Parce que peut-être qu'on a oublié des pépites ou on n'a pas pu jouer à tout aussi, on est des êtres humains quand même. C'est vrai. Donc nos réseaux Insta, Twitter, Facebook, on n'est pas très présents sur les réseaux, mais on a le mérite de répondre, donc ça c'est pas mal. Et enfin voilà, encore une fois, belle année à vous. Et Kira, si tu veux rajouter un petit quelque chose avant qu'on se dise au revoir. Voilà, ce fut un plaisir en tout cas. On recommence une nouvelle année sur les chapeaux de roue, on va dire. Et puis, juste quand vous écouterez cet épisode, la semaine d'avant, vous aurez eu un épisode un peu spécial. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, on l'a pas encore enregistré, donc c'est un peu le mois du passé qui parle au mois du futur, et c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, voilà, on vous prépare un truc super cool, donc à voir ce que ça va donner. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.